Alors moi je voudrais revenir de façon assez concrète en faisant la distinction entre quelqu'un qui souhaite se loger et quelqu'un qui veut valoriser un lot de terrain parce que c'est pas la même finalité. L'architecte, théoriquement, est là pour concrétiser vos rêves, quel que soit votre budget. Alors, concrétiser ou plutôt optimiser vos rêves en fonction de votre budget. Malheureusement, le paysage urbain du Maroc, de Tanger jusqu'à Bouira, on retrouve ce fameux R+2. Dites-nous par quoi il faut commencer. Et pour revaloriser éventuellement le bien Éventuellement, en cas de vente. Écoutez, je n'ai pas d'argent. Curieusement, ils vous disent, je n'ai pas beaucoup d'argent. C'est le Hein, côté, de nos- de de côté nos boutiquier. Voilà, que les gens viennent avec leurs fantasmes, leurs frustrations, les souvenirs d'enfance aussi. Hein. Vous avez les pieds sur terre. Et nous, voilà, on vise la lune, mais on a les pieds sur terre. On discute pas argent à un moment donné. Après, la marge du promoteur, c'est lui qui la décide. Il suit son cours. Un chantier, c'est à peu près combien de temps? Couscous aux 7 légumes. Oui, c'est respectable parce que c'est que des légumes, alors que eux, ils vous demandent Une de mettre, banane. des fruits, voilà, des trucs. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Pros de l'IMO. Alors, vous souhaitez vous lancer dans un projet de construction, soit vous voulez construire votre maison, soit vous disposez d'un lot de terrain et vous envisagez de vous lancer dans la petite promotion immobilière, on va appeler ça comme ça, et vous ne savez pas par quoi commencer, notamment sur le plan administratif, sur le plan suivi de chantier, sur le plan architectural. Cet épisode est fait pour vous. Alors, évidemment, le sujet est très dense. On a choisi cet axe cette fois-ci et nous allons en reparler une seconde fois à travers le volet juridique et fiscal de ce type de projet. Alors, pour parler justement de ce côté-ci, administratif et architectural, nous avons invité un spécialiste, un expert en la matière, en la personne de Senourdine Romiha. Bonjour. Bonjour Assidi, bonjour Si Amine, bonjour Si Rachid. Bonjour. Merci pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions. Donc, je rappelle que vous êtes architecte depuis au moins une quarantaine d'années. Oui. Et nous sommes très heureux de vous recevoir parce que vous avez une longue expérience en matière de construction, pas uniquement à titre personnel, mais vous avez construit beaucoup de choses et différents types de construction, que ce soit dans le professionnel que dans le résidentiel. Alors, déjà, j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu le rôle de l'architecte, parce que vous êtes un petit peu le chef d'orchestre dans un projet immobilier, que ce soit à titre personnel ou pour tiers. Oui, l'architecte, effectivement, était un peu la plaque tournante, d'une opération de construction, d'une opération immobilière, quelle qu'elle soit. Et définissons d'abord qu'est-ce que c'est que l'architecte. L'architecte est un homme de l'art qui rentre dans une école d'architecture et fait 6 ans d'études. Donc c'est 6 ans d'études dans lesquelles plusieurs écoles d'architecture d'ailleurs acceptent, si vous voulez, ou recrutent les étudiants architectes après un concours. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a beaucoup de classes prépa, de classes préparatoires pour préparer le concours d'architecture et accéder à une école d'architecture. Donc l'accès quand même dans une école d'architecture est assez difficile. A toujours été difficile. Les études sont assez complexes parce qu'elles sont riches. Elles vont de la psychologie à la sociologie, à l'histoire urbaine, à la technique, géométrie, le dessin, la partie un petit peu juridique, etc. Donc c'est vraiment un métier complet, un métier transversal. D'accord. En dehors de ça, on apprend dans une école d'architecture, le but de l'architecte, en fait, c'est de faire vivre des gens dans des endroits agréables. Un architecte, c'est un faiseur de vie, un organisateur de vie. Ce n'est pas quelqu'un qui construit des murs. C'est quelqu'un qui construit une vie familiale, souvent. En tout cas, qui construit les hommes et les femmes qui habitent dans ces espaces qu'il conçoit. Il doit être géomètre, bien sûr, scientifique, mathématicien, physicien, souvent, chimiste, mais surtout humaniste, parce que son but, c'est le bien-être des hommes, c'est le bien-être de la famille qui va vivre dans cette maison. Okay. Donc, voilà, ceci étant dit, l'architecte est quand même un homme, si vous voulez, qui doit avoir des connaissances transversales. Qui doit avoir plusieurs
corde à son arc. à son arc, n'est-ce pas? Absolument. Voilà. C'est un peu, bon, sans vouloir peut-être jeter trop de fleurs. de fleurs ou de mazhar à la profession d'architecte, c'est quand même un homme un peu universel. D'accord. Il doit l'être. Il a une grosse responsabilité, pour ne pas dire une lourde responsabilité, Oui. dans nos vies quotidiennes, il faut le dire. Parce que vous construisez des villes, vous construisez des espaces de vie. C'est bon. Avant ça, je voudrais donner la parole à un autre architecte, un architecte de la pensée Des idées. et des idées. Donc, Rachid Achachi, bonjour. Bonjour, tant qu'elle ne s'écroule pas, Voilà. ça va, ça tient. Donc, j'imagine que le sujet t'inspire Ah oui, énormément. énormément. Tout à fait. D'ailleurs, j'ai une première question en rapport avec la dimension psychologique. Parce qu'on parle de la petite promotion de quelqu'un qui veut bâtir une maison pour lui ou pour autrui. Est-ce que... parce que normalement, vous ne travaillez pas seul, vous travaillez avec un client. Donc vous avez la vision humaniste, du bien-être, etc., selon différents critères que l'on va aborder, mais après, le client peut-être n'est pas toujours sensible à cette dimension-là. Et donc vous avez un travail de pédagogue pour l'amener sur ce terrain-là. Mais d'après votre expérience, est-ce que les gens qui font de la petite promotion sont plus sensibles à ce message-là que de grands promoteurs pour qui, au fait, l'acte de bâtir est abstrait? Parce qu'ils bâtissent tellement partout qu'ils ne voient même pas ce qu'ils bâtissent en réalité, contrairement au petit promoteur qui, lui, est immergé dans son chantier, dans son projet. Oui. Disons que moi, je dis que tous les êtres humains, tous les clients, entre guillemets, bon, ont un dénominateur commun. Hein, bon, ben ce sont des êtres humains, bon, avec une certaine taille et certains besoins primaires. Ou basiques, qui sont le confort thermique, le confort acoustique, la lumière, l'aération, des espaces quand même qui sont faits fonctionnels, etc. Donc, quelle que soit la taille de la promotion, que ce soit une promotion pour soi-même ou pour quelqu'un d'autre, et même si on construit 1200 logements ou 2000 logements, la personne, enfin l'étalon, le référent essentiel, si vous voulez, c'est l'homme. Bon. Pour vous, l'architecte, mais c'est la même chose pour le promoteur. Théoriquement, l'architecte, la vision de l'architecte et la vision du promoteur doivent se concourir, doivent être congruentes vers toujours le bien-être. Après, bon, on est d'accord que on connaît, le Corbusier, architecte connu, avait dessiné le modulor, donc avait plus ou moins décidé et dessiné les proportions idéales basées sur le nombre d'or, etc. Bon, là, on rentre un petit peu peut-être dans la philosophie, dans la mystique de l'architecture, mais c'est réel. Tous les hommes, qu'ils soient chinois, africains du Sud ou indiens, on a quand même beaucoup de points communs. On est sensible à la chaleur, on est sensible au froid, on peut être claustrophobe ou agoraphobe, on a besoin de lumière, d'air, etc. Donc il y a beaucoup quand même de choses, des prérequis, si vous voulez, pour faire un logement. Après, ce logement peut être luxueux ou social ou économique ou moyen standing, mais l'être humain qui habite dans ces endroits-là, on a exactement les mêmes besoins, et je pense qu'un promoteur immobilier, un architecte, enfin toute la maîtrise d'œuvre, doit avoir comme souci principal ce dénominateur commun minimal, d'accord, et c'est ce quotient, je dirais ce quotient de confort minimal que devrait exiger tout promoteur qui se respecte, et accompagné par l'administration, bien sûr, qui devrait exiger ce genre de confort minimal. Cahier de charge. Et avec les lois, les normes, les cahiers de charges, etc. Et bien sûr accompagné par une maîtrise d'œuvre efficiente. Alors moi, je voudrais revenir de façon assez concrète en faisant la distinction entre quelqu'un qui souhaite se loger, et donc qui a un projet de construction pour soi-même, et quelqu'un qui veut valoriser un lot de terrain, parce que les gens qui nous suivent nous posent la question. Je dispose d'un lot de terrain, je voudrais me lancer dans une petite promotion immobilière. Par quoi commencer? Moi, je fais quand même la distinction entre les deux, parce que ce n'est pas la même finalité. Y habiter soi-même, c'est une chose. Y faire habiter d'autres, vendre, en faire une opération commerciale, c'est autre chose. Alors moi, je veux construire ma propre maison, je viens vous voir, vous, en tant qu'architecte. Dites-nous par quoi il faut commencer. C'est quoi le b.a.-ba? Déjà, vous commencez très bien votre action, puisque vous venez voir l'architecte. D'accord? Parce que c'est effectivement l'architecte, c'est la première personne. C'est vraiment la première personne que vous devez aller voir, parce que c'est lui d'abord, si vous n'avez pas
déjà acheté le terrain. Si vous n'êtes pas déjà propriétaire du terrain, il peut même vous conseiller où acheter votre terrain. D'accord. D'accord, en fonction de votre budget, etc. Et il fera attention, bien sûr, pour que votre terrain soit bien orienté, bien desservi. Enfin, des choses que peut-être un homme... Donc en fait, vous recommandez d'aller voir l'architecte vraiment en amont, lorsque l'idée déjà, Absolument. sans avoir déjà le terrain, Absolument. c'est quelque chose qu'on peut déjà commencer à explorer avec un architecte. Il Ensuite, y a souvent des gens qui achètent des terrains, je ne sais pas moi, en Californie, alors que leurs enfants sont dans des écoles à Bourgogne ou à Dalhousie. d'accord. Et vice-versa. Et puis ils se disent, ben, c'est vrai, J'ai pas pensé. J'ai pas pensé. D'accord. J'étais attiré par le prix de ce terrain-là, où il y a mes voisins, ou un cousin ou quelqu'un de la famille qui a acheté. Et je suis allé Après, il se rend compte qu'en fait, correspond pas. il passe 4 heures par jour ou 5 heures par jour dans les embouteillages. D'accord. Ensuite, Donc l'achat du terrain, bon voilà, donc déjà l'achat du terrain, puis ensuite on définit un programme. Hein, l'architecte, si vous voulez, donc discute avec le client si vous voulez construire pour vous-même. Alors, la distinction peut se faire. on va commencer par l'étape de construire pour soi-même. Voilà. Bon, j'ai un terrain, mais il faut que ce terrain réponde aussi à des règles, des documents d'urbanisme, c'est-à-dire Absolument. ce qu'on peut construire ou pas. Ça, c'est Oui. des vérifications qui doivent se faire. Donc, Oui, je pense que absolument. sur le plan administratif, vous pouvez nous en dire. Oui, on demande une note de renseignement. C'est avant l'achat. Qu'est-ce que une note de renseignement? Une note de renseignement, c'est un document officiel délivré par l'agence urbaine. Hein, Qui il y vous en a dit- dans toutes les villes, qui vous dit quelles sont La destination. Voilà, la destination de ce terrain-là. Très bien. Est-ce qu'il est Et on constructible la demande au vendeur, au propriétaire Alors, du terrain. généralement, on la demande au vendeur. Vous pouvez la demander vous-même. Maintenant, C'est on très a la important. chance, Parce que vous avez des Bien fois sûr. des gens qui achètent des terrains, oui, qui se rendent compte. s'imaginant qu'ils peuvent construire dessus tel ou tel Type de bien, type ouais. de bien, mais grâce à la note de renseignement, ou des fois à cause de la note de renseignement, ils se rendent compte que finalement, ils ne peuvent pas, et donc ils doivent le revendre ou trouver Voilà. un autre Ou moyen. changer de projet. Donc c'est très Changer de important. projet, souvent. Donc la note de renseignement, c'est Bah oui, c'est primordial, C'est- c'est essentiel, c'est la première étape. c'est la Alors, première vous ne étape. pouvez pas acheter un terrain sans note de renseignement. Très bien. Et puis une note de renseignement, il faut le dire aussi, c'est pas quelque chose qui est figé, qui peut évoluer Elle dans peut le temps. évoluer tous les Tout à fait. 10 ans. Tous les 10 ans, Tous les donc 10 ans, on tous les peut 20 acheter ans. effectivement un terrain qui était pour telle destination. Absolument. Au bout de 10 ans, Et au il bout de suffit 10 que le ans, plan changer. d'aménagement change. Donc il faut la redemander pour Absolument. actualiser les données. Et pour revaloriser éventuellement le bien Éventuellement, en cas de vente. des fois vous avez dans Absolument. des notes de renseignement, vous pouvez découvrir qu'il y a un espace vert, où il y a Tout un à fait. équipement public, Absolument. donc vous ne pouvez plus construire parce que les choses évoluent. Absolument. Ensuite, c'est le premier. Alors, donc avec cette note de renseignement, bon, l'architecte, lui, sait exactement ce que vous pouvez construire sur cette parcelle-là, d'accord. Et à fonction de votre programme, bon, si vous voulez faire une villa, par exemple, Oui. c'est ça, c'est pour un Oui, logement individuel, ou un Individuel, petit petite immeuble, ou un petit Un immeuble, petit immeuble, oui, ce qu'on voilà, appelle de- l'habitat social, ou, voilà, on l'a appelé habitat économique pendant longtemps, Oui. qui bon, a été aussi l'héritage bon, de peut-être un peu des flous un petit peu juridiques, etc., bon, dans les années 80. On peut en parler par la suite d'ailleurs, hein, de ce fameux R+2 qui a un petit peu entaché. Avec des magasins en bas. Et... Voilà, Ouais, entaché un mécanicien. petit peu malheureusement le paysage urbain du Maroc, hein, de Tanger jusqu'à Le Gouira. Oui. Partout on retrouve ce fameux R+2 qui a Mais qui répond, métastasé. il faut dire qu'il répond à un besoin aussi. Oui, mais... Alors, Alors, avant de justement, rentrer dans ce débat, voilà, dans ce je débat, voudrais rester d'abord sur le côté Oui. prosaïque de la chose. On démarre par une note de note renseignement. Ensuite, On revient alors, voir vous êtes l'architecte. l'architecte. Pour moi, vous êtes, comme on a dit tout à l'heure, le chef d'orchestre. Absolument. Vous allez pouvoir conseiller sur le plan, bien sûr, architectural, mais également sur le plan administratif. Tout ce qui est autorisation, oui, etc. bien sûr, permis de construire. Alors déjà, bon, on va faire une interview, on va vous questionner, vous, si vous êtes marié, votre femme, quel type de famille vous êtes, 2 enfants, 3 enfants, etc. Quels sont les besoins déjà physiques? Oui. Et puis comment vous voulez votre maison, comment vous rêvez votre maison, hein, comment, pour vous, c'est quoi parce que bon, Et généralement. Quel est votre budget? Alors après, on parlera du budget, mais Donc on parle du rêvez rêve votre avant, maison. on parle du rêve Oui. avant de l'argent. L'architecte, théoriquement, est là pour concrétiser vos rêves, Mmh. hein, quel que soit votre budget. Alors, concrétiser ou plutôt optimiser vos rêves en fonction de votre budget. Voilà, optimiser, c'est un terme un petit peu à la mode, hein, c'est comme le terme de résilience. Mais J'allais le dire si vous ne l'aviez pas dit. voilà. Mais l'optimisation. Et la durabilité Oui, et la durabilité. Et la gouvernance. et la gouvernance. La gouvernance, voilà, ce sont des termes un La peu bonne slogans, gouvernance, forts, voilà. etc. Bon, c'est vrai, bon, c'est des termes qui se vendent bien. Tout à fait. C'est des coquilles vides, souvent, on y met ce qu'on veut là-dedans. Hein. Donc là, on Tout à va y fait. mettre ce qu'on veut. Bon,
l'architecte doit rêver votre maison, même si vous la rêvez pas. En tout cas, l'architecte doit rêver votre maison en fonction de votre caractère, de votre psychologie, comment vous voulez vivre en famille, et faire en sorte que votre famille vive heureuse, que votre couple soit périn, durable, et que voilà, tout se passe bien dans le meilleur des mondes. D'accord ? Et ça, c'est possible. Il a fait 8 ans d'études pour ça. D'accord. D'accord ? C'est comme quand vous allez voir un médecin. Voilà, vous avez une maladie et donc le médecin a fait des études pour vous guérir. En fait, vous êtes à l'étape du diagnostic, comme le médecin. Vous diagnostiquez, Absolument. Pas le patient, mais vous diagnostiquez le futur, Le futur habitant de l'espace. de cet espace. Donc vous diagnostiquez ses besoins, s'il a des pathologies, vous allez en tenir compte. Oui, des pathologies ou surtout des non-dits. Parce que malheureusement, le vocabulaire qui a trait à l'architecture est très limité. Oui. Souvent, les personnes vous disent, oui, j'ai envie d'avoir un salon marocain, j'ai envie d'avoir un coin feu, une salle à manger, une salle de séjour, une chambre, une grande cuisine. Généralement, la dame, la maîtresse de maison demande une grande cuisine avec un grand cellier. Enfin voilà, ce sont des choses qui viennent, on a l'habitude. Donc en fait, vous avez certaines demandes qui sont exprimées, vous devez en tenir compte. Absolument. Sans les changer, ou Voilà. peut-être... Il faut les magnifier, les exalter et surtout tenir compte des non-dits. D'accord. Les non-dits, c'est quand même... C'est énorme. C'est large. Hein, oui. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous dit j'ai envie d'avoir par exemple un grand salon marocain. Vous parlez en 2024 alors. Même en 2024, quelqu'un peut vous dire moi j'ai envie d'avoir un grand salon marocain avec une grande hauteur sous plafond. Parce que les gens viennent avec leurs fantasmes, leurs frustrations, les souvenirs d'enfance aussi. Oui. On a tous une maison de grands-parents, quelque part, qui habite notre mémoire. Hein, et on a envie de retrouver un peu le bien-être de notre enfance dans la maison qu'on va construire pour nous et pour la transmettre à nos enfants. Et l'architecte est là pour décoder. Voilà. Si c'est un fantasme ou c'est un véritable besoin. Oui, mais alors, à la limite, vous avez le droit d'avoir les fantasmes, ce que vous voulez. Hein. Je sais pas, vous voulez avoir une baignoire au milieu de votre chambre, oui. Pourquoi pas je suis votre serviteur. Hein. C'est à moi uniquement faire en sorte que ce soit réaliste et réalisable. D'accord ? Il y a des gens Même si vous savez pertinemment que ce choix va être regretté plus tard. Après, parce que j'en ai connu, moi, des gens qui ont fait des choses très originales. Même pas très originales, mais en fait... C'est ça qui est avéré par la suite, ils ont regretté parce que peut-être que l'architecte, à ce moment-là, ne leur a pas dit que c'était pas un bon choix. Voilà, il y a des choses. Souvent, aujourd'hui, maintenant, quand on fait des villas, on dit, écoutez, mettez un ascenseur dans la villa. Oui. Bon, les budgets des villas aujourd'hui sont assez importants. Ben oui, parce que la personne, théoriquement, a une villa, on construit une villa dans sa vie. La personne, généralement, vient vous voir entre 40 et 50 ans. Il est encore valide, il est jeune. Monter du sous-sol au rez-de-chaussée au premier étage, pour lui, il le fait au pas de course, etc. Mais 10 ans, 20 ans après, la personne peut avoir un peu d'arthrose. Ou les parents de la personne, un proche qui va habiter, qui va habiter, etc. Souvent, nous, on propose des ascenseurs. Et souvent, c'est demandé d'ailleurs. Hein, après, c'est une question de budget aussi. Hein. Oui, un ascenseur après, on peut toujours, encore une fois, compenser. Très bien, en fait, j'ai compris le sens de ce que vous dites. Alors, une fois le diagnostic établi, la prochaine étape, c'est le budget, j'imagine. La confrontation avec le budget et les moyens. Oui. Oui. Alors, généralement, c'est un peu caricatural. Hein. Les personnes qui viennent pour consulter un architecte souvent disent, écoutez, je n'ai pas d'argent. Curieusement, ils vous disent, je n'ai pas beaucoup d'argent. Moi, je ne suis pas comme les autres. C'est de la malice. Alors, c'est des tics commerciaux, je crois, qu'on tient de... c'est le côté boutiquier. De nos arrière-grands-parents. Il vaut mieux dire que je n'ai pas d'argent, comme ça, les appétits ne sont pas... Il va faire en sorte, déjà, pour... être plus raisonnable, ne pas dire qu'il va remettre du marbre de Carrare dans la réception ou de la robinetterie. Il va me demander des honoraires. Les honoraires, voilà. Souvent, allez, c'est de bonne guerre. Tout est négociable, d'accord ? Mais on le sait, d'accord ? On le sait, etc. Donc, les personnes vous disent, écoutez, moi, j'ai toujours... ils viennent, d'ailleurs, entre nous, souvent, en disant, moi, je ne suis pas comme les autres. J'ai envie d'avoir une maison minimaliste. Moi, je suis familial. J'aurais peut-être une femme de ménage, machin, etc. Mais j'ai envie de profiter de ma maison. Je veux vivre dans l'espace. Je veux vivre dans tous les espaces, etc. Je n'ai pas envie d'avoir d'espaces hypothéqués qui ne servent à rien.
uniquement qu'il faut servir une fois par an, etc. Donc voilà, donc on est en train d'essayer de joindre les extrêmes ou les contraires. D'accord ? Et là, quand vous discutez avec l'homme, souvent, la femme a d'autres avis. Heureusement, on n'interviewe pas trop les enfants. Mais déjà, quand on arrive à mettre d'accord l'homme et la femme, souvent, c'est déjà une belle réussite. Mais c'est pas gagné d'avance. C'est pas gagné d'avance. On sait très bien que les femmes viennent de Vénus et les hommes de Mars. Oui. Et nous, les architectes, on est obligés de composer avec les astres pour pouvoir arriver à trouver... Vous avez les pieds sur terre. Et nous, on vise la Lune, mais on a les pieds sur terre. Voilà, exactement, c'est très bien dit. Et donc on arrive à faire un plan. Vous avez dit qu'il a été architecte. Oui, absolument. Ouais. Non, mais... Là, on va fonder l'architecte des mots. Oui, absolument. De toute façon, on est... Voilà, de toute façon, l'architecture... Oui, l'architecture est un métier, je vous dis, transversal. Passionnant. On est tous architectes. Alors, on vous a coupé, mais parce que... Non, mais voilà, donc... c'est mon côté... Voilà, après, on a la conception. Conception, on commence à dessiner. On commence à dessiner, tout simplement, à partir de tout ça. À ce stade-là, on n'a pas encore parlé d'administration, ni de demande, rien. Vous êtes juste dans la phase exploratoire, rien. Voilà, on fait exploratoire. On peut même demander à la personne, est-ce qu'il y a des maisons qui lui plaisent, à la limite, quelle est sa vision de truc. Souvent, ils viennent avec des images. Alors, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, Internet, etc., les gens viennent avec des images en disant, là, j'aime bien... J'ai vu ceci. Ça me plaît, j'aimerais bien voir ci. En fait, il veut prendre un peu de là, un peu de là, un peu de là, et faire un mélange. Faire une sorte de patchwork. Voilà, de ça ne doit pas trop vous plaire, vous, en tant qu'architecte. Non, bien sûr, parce que c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire. Il n'y a pas d'identité, il n'y a pas d'homogénéité. Couscous aux 7 légumes. Le couscous, oui, encore c'est bon, le couscous. Oui, c'est respectable parce que c'est que des légumes, alors qu'eux, ils vous demandent une banane, des fruits, des trucs. Donc souvent, c'est dangereux. C'est dangereux. Et quand vous voyez d'ailleurs le paysage urbain, malheureusement, qui se dessine dans toutes les villes marocaines, on sent que c'est du patchwork. Ouais. Mélange de matériaux, un petit peu incohérent, c'est pas un goût très affirmé, etc. Non, nous, quand on est architecte, je pense qu'on part du programme, d'accord ? On part des personnes qui vont habiter notre maison et on leur fait un costume sur mesure. On leur fait une maison sur mesure. Donc vous faites un plan. Oui, on fait un plan. Proposé. Voilà. Une esquisse. Une fois qu'il est accepté. Voilà. Plusieurs allers-retours. Plusieurs allers-retours. Qu'est-ce qu'il faut faire ensuite, une fois que c'est accepté? Alors, dès que c'est accepté, validé, etc., on passe au permis de construire. Attendez, on ne discute pas argent à un moment donné? C'est déjà fait, a priori. En principe, oui, pour construire. C'est peut-être un peu Il prématuré. y a un coût de la construction, il y a le coût bien sûr des honoraires, il y a un budget. Le choix des matériaux qui vont découler du plan. Mais pas à ce stade-là. Quelle séquence? C'est encore un peu tôt. Oui, c'est-à-dire que ça, on le fait après le permis de construire. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de construire une fois qu'il a permis. Il a permis de construire, il peut attendre. D'abord, il peut attendre. Et puis, généralement, quand ils obtiennent le permis de construire, généralement, ils le construisent. Vous avez aussi ceux qui obtiennent le permis de construire et qui vendent avec le permis. Oui, aussi. Mais ça, je l'avais fait, toi. Exactement, plusieurs fois. Mais j'ai arrêté. Oui, mais ça c'est bon. C'est pas pour quand on fait de la promotion immobilière, oui, souvent. Oui, mais pas pour le terrain, mais pour soi-même. Ça arrive. Sauf accident. Ou des gens qui se disent finalement ce terrain ne me convenait pas. L'emplacement, finalement, je vends. Je vends avec un permis. Voilà. Oui. Avec une petite plus-value. Avec une petite plus-value. Parce qu'un permis de construire coûte cher quand même. Ça. Donc le permis de construire. Alors le permis de construire, grâce à Dieu, donc aujourd'hui l'administration est digitalisée. Le fameux Rojas. Voilà, avec le fameux portail Rojas, qui est, à mon avis, une révolution extraordinaire pour les architectes et pour les promoteurs. Donc tout est dématérialisé. Tout est dématérialisé. Vous posez tout, les plans, tous les documents administratifs, le certificat de propriété, le plan cadastral, le règlement du lotissement s'il y en a un. Voilà, la notice de sécurité incendie si c'est un immeuble, par exemple. Dans le cadre d'une villa, on vous demande la fiche thermique. Oui. Depuis les années 2020, c'est dans la réglementation. Donc, on fait une étude thermique pour éviter les déperditions et optimiser donc, les consommations d'énergie. Et les plans. Voilà. Et les plans établis par l'architecte avec une esquisse des plans de béton armé. C'est-à-dire qu'on est déjà en contact avec un ingénieur de béton armé, parce que c'est demandé au moment de la délivrance du permis de construire. Alors tout ça, c'est dématérialisé. Il n'y a pas de frais pour celui qui est le promoteur du projet? Est-ce que c'est payant à ce stade-là?
ce qui a été fait? Alors, au niveau de l'architecte, oui, bien sûr. Avec le contrat de l'architecte, ça fait couvre, par phase. Hein. ouais. Vous avez, les honoraires de l'architecte, c'est 50% études, 50% chantier. D'accord. Les 50% études impliquent donc voilà les esquisses, les avant-projets sommaires, les avant-projets détaillés, le projet d'exécution et bien sûr entre-temps le permis de construire. D'accord. Donc c'est des phases. Sur 100%, vous avez 10%, 15%, 20%, échelonné. etc. échelonné. Et vous laissez généralement 60% pour le chantier, le certificat de conformité et les réceptions définitives. D'accord. Donc un architecte vous coûte jusqu'au permis de construire, si vous voulez, à peu près 40%. Alors, puisque vous avez parlé de coût et de coûter, est-ce que le coût des honoraires global des honoraires, est-ce qu'il est indexé sur le coût du projet? Absolument, c'est un pourcentage. Oui, c'est un pourcentage, il est de combien? Légalement, on a un contrat type qui existe depuis... C'est pas les fameux 6%? C'est 5%. 5%, voilà. On avait un contrat qui nous est venu du protectorat d'ailleurs, et qui est toujours resté en vigueur jusqu'à maintenant. Toujours d'ailleurs, je crois qu'il est toujours en vigueur. Oui. C'est le fameux 765, on appelait ça le fameux 765. Vous touchiez 7% d'honoraires jusqu'à 200 000 dirhams frais, 6% pour les 200 000 dirhams qui viennent après. Ça, vous parlez des frais de construction, le coût? Non, c'est les honoraires de l'architecte. Les honoraires de l'architecte étaient dégressifs en fonction de l'importance du projet. Mais pourquoi? Ce sont des honoraires qui avaient été arrêtés par le protectorat français. D'accord. Vous dire qu'à l'époque, quand vous dépensiez 200 000 dirhams, d'accord, 200 000 dirhams, vous construisiez une maison à 200 000 dirhams. C'était énorme. Alors, vous voyez, donc vous touchiez 7% sur 200 000. Si jamais vous faites un projet d'immeuble à 400 000, vous touchez 6%. Et quand vous faisiez plusieurs immeubles, par exemple, qui dépassaient les 400 000 dirhams, vous touchez 5%. Alors, ces 400 000 dirhams, on va choisir un chiffre au hasard. Est-ce que c'est le coût de la construction inclut le terrain? Non. Hors terrain? Non, hors terrain. Donc, le terrain n'est pas considéré hors terrain et hors taxe. Et hors taxe. Très bien. C'est vraiment le prix de la construction. D'accord. Ok. Et alors aujourd'hui, maintenant, après, il y a eu beaucoup d'évolutions au niveau des honoraires. Donc, ça se discute. D'abord, c'est négociable. C'est négociable. Aujourd'hui, l'architecture est devenue, ou l'immobilier est devenu un produit financier. Donc, il est rentré dans la société de consommation. Vous pouvez négocier vos honoraires. Non, mais c'est logique, parce qu'après, payer de la même manière n'importe quel architecte, ça revient à dire que tous les architectes sont équivalents les uns aux autres. Alors qu'il y en a qui sont plus talentueux que d'autres, il y en a qui sont plus expérimentés. Effectivement. Donc, alors justement, en parlant d'expérimentation, d'expérience, qu'est-ce qu'un architecte expérimenté peut apporter à quelqu'un qui a un projet justement de ce type? Il lui fait gagner du temps. Il lui économise ses erreurs. Il lui économise des erreurs. Est-ce que sur le plan administratif, il est plus efficace? Bon, vous parlez d'une plateforme qui est digitalisée aujourd'hui. Oui. Donc, si vous voulez, l'interaction physique, elle est réduite. Elle est réduite. Elle est réduite au maximum. Elle existe encore, quand même. Encore par téléphone. Les administrations acceptent de recevoir les architectes, etc., pour préciser des choses. En parallèle de l'ORHAS. En parallèle de l'ORHAS. D'accord. Mais dès que vous maîtrisez l'outil ORHAS, vous pouvez avoir un permis de construire sans voir personne. Et d'ailleurs, il coûte combien un permis de construire? Ça dépend du projet. Alors, c'est un pourcentage et comment ça dépend des communes. Ah oui, d'accord. Ça dépend des communes. C'est pas uniformisé. C'est pas uniformisé. Mais c'est à peu près équivalent. C'est à peu près équivalent. On doit mouiller à peu près, juste. C'est difficile. C'est difficile parce que d'abord, quand vous payez sur l'ORHAS, vous payez la commune. D'accord, vous payez donc le permis de construire. La commune, c'est-à-dire où se situe le bien. Le bien. Alors à Casablanca, vous payez qu'une seule commune, c'est la commune de Casablanca. D'accord. C'est-à-dire qui gère tout le territoire casablancais. Dans d'autres villes, c'est différent? Dans d'autres, non, c'est toujours la commune de la ville. Parce qu'on aurait pu penser que Casablanca, comme elle a plusieurs communes. Tout à fait. Alors qu'il n'y a que la commune, une seule commune. C'est la commune de Casablanca dont le maire gère. C'est le maire qui signe les permis de construire. D'accord. Dans toutes les villes. Donner un prix, je pense qu'on ne doit pas être loin de 30 dirhams. 30 dirhams du mètre carré. Du mètre carré. Ouais. Ça, c'est pour l'autorisation de construire. Le permis de construire que vous payez à la commune. Mais après, vous payez. Pas très cher. Ça dépend. Non, par rapport au budget global. Non, c'est rien du tout. Rien du tout. Non, c'est rien du tout. 100 mètres carrés, ça vous fait 3 000 dirhams à peu près. Absolument. Après, vous avez l'ODP, l'occupation du domaine public, que vous payez aussi parce que vous allez occuper le domaine public pour faire votre chantier. C'est entre 20 et 30 dirhams. Toujours du mètre carré.
du mètre carré. Alors, c'est le mètre carré. Quand vous dites mètre carré, c'est sur toute la parcelle ou c'est juste la superficie constructible? Alors, non, c'est toute la parcelle. Vous avez une parcelle Alors, de pardon, millimètres. excuse-moi. C'est la superficie des planchers. Des planchers, Ouais. d'accord. Vous avez posé la bonne question. Superficie, y compris le sous-sol. D'accord. D'accord, vous avez votre cave, je sais, au premier étage, Donc, ça on peut- additionne. Ça peut chiffrer. Oui, bon, allez, souvent les maisons aujourd'hui, avec un programme minimum, on est entre 300 400 mètres carrés pour une villa moyenne de plancher. On est sur quand même du 12 000 dirhams, D'accord. 12-15 000 dirhams. Plus les 30 dirhams. dont on Plus a les parlé. 30 dirhams pour l'ODP. Plus L'ODP, 15 000. c'est 2 mètres du trottoir, parce qu'on met une palissade, donc les ouvriers. Non, mais à peuvent Casa, faire c'est leur truc. tout le trottoir. 1 mètre, 2 mètres. Voilà, c'est 2 mètres sur tout le trottoir. Voilà. Donc Généralement, là, on est au doigt mouillé autour de 20 000 dirhams. on est voilà, entre 15 et 20 000 dirhams, vraiment pour un logement individuel. Très D'accord. bien. Mhm. Ok. Après, vous avez la taxe des sapeurs-pompiers, Mhm. d'accord, qui, elle aussi, doit être aux alentours de 20-30 dirhams aussi. Et vous avez la taxe de l'agence urbaine aussi, qui, elle, est beaucoup moins chère. Je crois qu'on est de l'ordre de 10 dirhams ou de 9 dirhams le mètre carré, Et on en a fini avec les taxes? avec les taxes. Donc, je pense qu'on est autour de 30-35 000 dirhams. Pour Voilà. une villa. Pour une villa. Pour une Ouais. villa, Voilà, bien Une sûr. petite pour une maison, villa. c'est Allez, la 30 000 la moitié. dirhams, voilà. Voilà, très bien. Donc, une fois que, on va dire qu'on a obtenu Le permis. ce permis, c'est quoi la suite? Un bureau de construction. Alors j'ai oublié, dans le processus du permis de construire, c'est l'obtention du carnet de chantier, parce que bon, l'architecte est quand même un membre de l'ordre des architectes, donc c'est une profession qui est réglementée. Bien sûr. Donc l'ordre des architectes nous délivre un carnet de chantier, d'accord, une attestation comme quoi on est en règle avec Le l'ordre, Conseil de l'ordre. et il signe le contrat d'architecte entre vous et le client. C'est-à-dire que l'ordre des architectes est le troisième signataire Troisième du contrat. signataire du contrat. Du Très contrat. bien. Très important. Voilà, ce qui fait, il protège le client, bien sûr, pour certains dérapages, etc. Et il protège l'architecte aussi contre Très certains bien. dérapages du client. Une sorte de tiers de D'accord. confiance. D'accord. Absolument. D'ailleurs, souvent dans les contrats, souvent le conseil se porte, c'est lui qui arbitre avant d'aller vers les tribunaux s'il y a lieu. Mhm. D'accord. Et là, le carnet de chantier est payant aussi. D'accord. Donc, mais bon, c'est l'architecte qui le paye. D'accord. C'est l'architecte qui le paye. D'accord. Et là aussi, c'est en fonction de l'importance du projet. Mais bon, mais c'est pas très important. D'accord. Comme cotisation. Alors, après l'obtention du permis de construire, On démarre. Alors, on démarre les plans détaillés et les plans d'exécution. Et c'est là où on va rentrer, effectivement, peut-être dans des notions de budget. D'accord. Alors, quand même, je constate que le budget arrive quand même à un stade assez avancé. C'est une fois qu'on a obtenu, qu'on a payé les taxes, qu'on a payé la commune, qu'on a payé tout ça, qu'on a quand même déboursé une certaine somme, qu'on va commencer à discuter du budget. Du détail du budget. Ouais, parce que j'imagine qu'il est en filigrane depuis le début. Voilà. Bien sûr. Pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Mais il devient concret, voilà, au moment où on a obtenu le permis de construire. Parce que le programme du client, c'est quoi? Il va vous dire, effectivement, moi j'ai envie d'avoir une chambre des parents de temps, j'ai mon bureau, j'ai une coiffeuse, télévision, voilà, c'est du 14 mètres carrés, du 19 mètres carrés, du 25 mètres carrés. Les 2 chambres pour enfants, avec leur placard, leur salle de bain. Alors, tout ça, on quantifie finalement. Et les matériaux, c'est à ce moment-là où on décide des matériaux. Alors les matériaux, non. Les matériaux vont venir vraiment Encore plus C'est la tard. finition. plus tard. C'est vraiment c'est les également plans le budget, détaillés. ça. Alors Et justement, c'est là où on va parler de budget, vraiment. là puisqu'on est dans le flux, Oui. dans le budget, moi je voudrais faire le distinguo entre les grosses œuvres et la finition. Oui. Aujourd'hui, on construit à combien? Autant la finition, c'est quelque chose qui est très variable. Parce Ça peut coûter très cher. qui peut coûter très cher, ça dépend de ce qu'on a choisi comme Absolument. type de finition. On peut choisir du marbre de Carrare, ça a un coût, Voilà. comme des carreaux. Moins Par cher. contre, les grosses œuvres, déjà, c'est Oui. quasiment... Le delta n'est pas très important delta entre les n'est pas très entreprises. important. Après, tout dépend de la qualité de l'entreprise, Oui, parce qu'il peut y avoir des qualités de finition dans le dans gros le œuvre. gros œuvre. On va y revenir tout à l'heure sur un sujet par rapport à la qualité de la construction. Oui. Mais vous voulez les prix du gros œuvre, Oui. c'est ça, d'une manière générale. Du Le gros fourchette. œuvre étanchéité, on est entre 1800 dirhams Ah et 2200 dirhams. Grosse œuvre. Le Ça a mètre carré. augmenté depuis... Oui, mais je vous parle des prix 2023, 2024, 2024, avec Les l'inflation. matières premières. L'inflation, la guerre de l'Ukraine, le Covid, D'accord. voilà, il y a beaucoup de gens qui spéculent un petit peu sur tout ça, etc. Mais grosso modo, on est Il y a entre quelques années, on était à 1200. Il n'y a Oui. pas très longtemps. il n'y a pas longtemps, oui. On faisait un beau gros œuvre étanché Absolument. à 1200 dirhams. Aujourd'hui, on est à 1800, 2000. Oui.
Oui, donc c'est une augmentation importante. Après, comme je vous ai dit, les finitions, c'est autre chose. Et là, c'est vraiment c'est à la carte. C'est un peu à la carte. Oui, c'est absolument. Quand vous dites, vous mettez un marbre d'importation, vous mettez un marbre local, on met du simple double ou du simple triple. Hein. Déjà, donc on en était à l'obtention du permis de construire et puis on passe au plan détaillé. Oui, voilà. D'accord. Donc le plan détaillé. On fait des focus, quoi. D'accord. Est-ce qu'il est fait également en concertation avec le client? Absolument. Comme pour l'esquisse première. Oui, absolument. D'accord. Donc vous mettez d'accord. C'est lui qui décide. D'accord. Le plan est réalisé, il est finalisé. Après, c'est quoi la prochaine étape? Après, on fait les plans détaillés, etc. Puis après, on consulte les entreprises. Hein, on fait des plans, des plans de construction. Entre-temps, bien sûr, on a fait appel. Justement, on a fait appel à l'ingénieur de béton armé, déjà. Après le permis de construire, déjà, on fait notre plan un petit peu détaillé, etc. Et on donne ça à l'ingénieur de béton armé qui a lui aussi ses exigences de structure, de voile, d'antisismique. Depuis la RPS 2000, donc toutes les constructions sont antisismiques. Même s'il paraît que c'est pas respecté dans la plupart des cas, mais en principe, si. Tout ingénieur qui prend la responsabilité de faire même une villa fait de l'antisismique. Bon, c'est pas, ça coûte pas plus cher, ou ça coûte cher. C'est tout. Voilà, la construction coûte cher, d'accord. Donc faites de l'antisismique quand même. En plus, on rentre dans une ère apparemment où la terre tremble un peu partout dans le monde. Donc voilà, il faut prendre ses précautions. Et donc on a les ingénieurs électriciens si on peut, ingénieurs fluides si on peut. Ingénieur thermicien, si on peut. Et c'est vous qui sélectionnez les entreprises? Alors, les bureaux d'études, vous parlez, ou des entreprises? Les deux. Alors, oui. Alors, les bureaux d'études, en principe, oui, on a l'habitude de travailler avec certains. Bon, mais si le client en connaît... Il peut dire, je veux travailler avec tel. Bien sûr. Mais en fait, vous avez un rôle de conseil aussi, parce que vous avez l'habitude de faire des chantiers, de savoir chacun comment... Voilà, les talents de chacun, puis surtout les atomes crochus qu'on peut avoir avec un bureau d'études. Donc là, on est encore au niveau de l'étude. Voilà, toujours les études, parce que c'est important, une étude de structure, vous pouvez... le terme d'optimiser une étude de structure est important, parce que vous pouvez économiser 15 à 20% de béton, si c'est bien étudié. Tout à fait. Je veux dire. Donc c'est aussi dans le cadre de l'économie. Vous faites une étude électrique, même pour une villa, vous optimisez. Souvent, malheureusement, il y a des gens qui se lancent, ils prennent un électricien, et puis le gars, il fait n'importe quoi. Voilà, donc il faut en fait, c'est une relation de confiance avec l'architecte. Quand on lui confie les clés de sa future maison, je pense qu'il faut prendre tout ce qui va avec. Absolument. Quand un architecte vous dit il est préférable de travailler avec tel et tel et tel et tel, il faut suivre. Oui, généralement. Dans la mesure, d'ailleurs, même une question de responsabilité, pour qu'il endosse cette responsabilité de bout en bout. Ouais. C'est un peu comme quand vous allez voir un médecin pour faire une opération. Écoutez, il vous anesthésie. Vous n'assistez pas, vous ne discutez pas avec lui en disant, écoutez, s'il te plaît, le scalpel un peu plus à gauche ou le scalpel un peu plus à droite. Il faut que vous mettez entre ses mains. Voilà. Alors même si l'architecte c'est quand même différent, vous restez conscient jusqu'au bout. Donc il n'y a pas ce rapport d'endormissement. Mais vous êtes entre ses mains, effectivement. Je dis, l'architecte pourrait être aussi l'architecte de famille, comme il y a des médecins de famille, ou comme il y avait des médecins de famille. D'accord ? L'architecte doit être quelqu'un qui connaît parfaitement les choses et quelqu'un en qui vous avez entièrement confiance. Voilà, tout à fait. Alors après, quand vous désignez les ingénieurs pour la plomberie, l'électricité, le béton, etc., est-ce qu'ils travaillent ensemble ? Parce qu'il y a quand même des synergies, une communication minimale qu'il doit y avoir entre eux. Oui, l'architecte est là pour faire la synthèse. Donc ils coordonnent. Absolument. On coordonne entre l'ingénieur de béton, l'électricien, chemin de câble de l'électricien qui doit passer au niveau d'une poutre. On téléphone à l'ingénieur en disant est-ce qu'on peut pas mettre, est-ce qu'on peut pas mettre la poutre en allège ou diminuer la poutre, la mettre plus en largeur qu'en longueur, de telle manière de ne pas trop baisser le faux plafond. C'est un travail d'orfèvrerie. Attention, faire un plan d'architecture, c'est de l'orfèvrerie. Mais est-ce qu'il n'y a pas de précision? Est-ce qu'il n'y a pas des bureaux d'études qui centralisent tout ça ? C'est-à-dire au lieu d'aller voir séparément. Bien sûr. Voilà. Oui, bien sûr. Maintenant, de plus en plus d'ailleurs. Ce sont des bureaux d'études généralistes. Ils vous font le béton, l'électricité, la plomberie. Ils vous font la simulation thermique. Par contre, les bureaux de sécurité incendie sont à part, sont indépendants. D'accord ? Et vous avez les bureaux de contrôle. De plus en plus aujourd'hui, même pour un logement individuel, le client demande qu'il y ait un bureau de contrôle pour contrôler la qualité du béton, contrôler même les plans de béton, souvent, les plans de béton, les plans d'électricité, de fluide, etc., pour les optimiser. Voilà. Donc la phase étude, elle dure combien de temps à peu près ?
Tout dépend de l'importance du projet. Tout dépend de l'importance du projet. Pour une maison individuelle, c'est... Il faut monter... non. Si vraiment vous faites vraiment un vrai travail d'immersion totale, de négociation, de mise au point, de recherche, etc., il faut compter au moins 5-6 mois quand même. Ah oui, 5-6 mois. Très bien. Donc, 5-6 mois. Passé ce délai de 6 mois, on démarre? Oui, voilà, on démarre. On fait un petit dossier d'appel d'offres. D'accord, parce que tout ça, c'est écrit. Moi, j'ai envie d'avoir des doubles murs, par exemple, en aglo ou en briques ou en béton cellulaire avec de la laine de roche pour l'isolation thermique et phonique. J'ai envie d'avoir tel type d'aluminium, tel type de menuiserie, etc. Toujours, bien sûr, au choix du client. C'est le client qui décide en fonction de son budget. C'est là où parce qu'à la fin, quand on va faire ce cahier de charge, en fait, on lui doit une estimation. C'est là où... quand vous dites, on fait l'addition, et on lui dit, votre maison, on l'estime à temps. D'accord? Cette maison qui va vous coûter, 3 millions de dirhams, par exemple, 2 millions de dirhams, et c'est là où il dit, c'est trop peu, c'est pas... Là, on réajuste. On revoit des choses. Alors, vous commencez à gratter sur quoi? On ne gratte pas, mais disons, on choisit des matériaux moins chers. Alors, vous savez, comme vous dites, la robinetterie... Donc vous grattez dans la finition, pas dans le... Non, pas dans le gros œuvre. C'est ça ce que je voulais dire. Non, dans le gros... Fixe, Par contre, on peut optimiser les surfaces. On peut optimiser les surfaces pour peut-être les réduire. On peut réduire les surfaces. C'est important. Alors, vous avez quand même été autorisé pour quelque chose et vous avez commencé à toucher aux surfaces. Ça va poser un problème, non? Au niveau de l'autorisation de construire, si vraiment les modifications qu'on fait post-permis de construire ne sont pas très importantes. Donc il y a une attitude. Ne touche pas la façade. Si c'est des cloisons intérieures qu'on bouge ou un mur qui se rétrécit, etc., on n'est pas obligé de présenter un plan modificatif. D'accord. Mais si jamais vraiment, on enlève vraiment un pan de truc, ou on change un petit peu de conception, etc., il vaut mieux, à un moment donné, présenter un plan modificatif pour avoir un certificat de conformité, conforme vraiment à ce qui est réalisé. Au moment de la réception des travaux. Je pense que c'est... Et au niveau du coût, il est moindre. Quand vous présentez un plan modificatif, ils tiennent compte que vous avez déjà payé pour le truc. Et vraiment, c'est symbolique. C'est vraiment symbolique. Et donc, l'estimation que vous faites, alors si jamais elle rentre dans le budget du client, l'appel d'offres, c'est pour filtrer un peu le marché et voir qui est capable de construire cela en fonction du budget et de l'estimation. Et de l'estimation, c'est qu'on choisit des entreprises. Alors souvent, qui acceptent de le faire pour ce montant-là, un montant moins. L'estimation est confidentielle. D'accord. Alors pour le choix de l'entreprise, donc le client généralement propose une ou deux entreprises, puisque c'est un logement individuel. L'architecte peut en proposer une ou deux, d'accord, et on les met en confrontation, les met en concurrence. Alors le critère que vous retenez à la fin, c'est uniquement le critère, dans l'appel d'offres j'entends, c'est uniquement le critère du prix? Non. Ou également la réputation? C'est le mieux-disant. Enfin, on essaye toujours d'aller vers le mieux-disant. Rapport qualité-prix. Voilà, c'est vraiment le rapport qualité-prix. L'architecte privilégiera toujours le mieux-disant plutôt que le moins-disant. D'accord. Le payeur, bien sûr, le client ira toujours vers le moins-disant. Et c'est là où il y a toujours les négociations, les discussions, etc. Alors, on va accélérer un petit peu. Oui. Donc, le chantier va démarrer. Il démarre, il suit son cours. Un chantier, c'est à peu près combien de temps? 12 mois, 15 mois. Ou 12 mois. 12 mois. Ouais. Donc, au bout de 12 mois, on peut estimer qu'on sera livré. Absolument. Avec le finition inclus. Oui, bien sûr. D'accord. Très bien. Il faut compter 6 mois gros œuvre, 6 mois finition. Quand ça se passe bien. Quand ça se passe bien, même sur le plan financier, il ne faut pas qu'il y ait de... L'entreprise soit payée régulièrement. Etc. régulièrement. Donc, en 12 mois, on peut boucler un chantier. Oui. Très bien. C'est un logement individuel. Alors, bien sûr. C'est quoi la finalité? Une fois que le chantier est fini, ça s'appelle le permis d'habiter. Alors, on demande un permis d'habiter ou aujourd'hui, on appelle ça un certificat de conformité. Parce que, il y a quelques années, c'était avant la digitalisation, donc il y avait une commission inter-service qui se réunissait, qui allait visiter le chantier. D'accord. Aujourd'hui, depuis la loi 1689, c'est l'architecte, d'accord, qui signe le certificat de conformité. C'est-à-dire que l'administration fait confiance à l'architecte, d'accord. Bien sûr, sous réserve, bien sûr que, etc. Et puis après, c'est une forme de responsabilisation énorme. Totale, absolument. Donc qu'on assume.
qu'on assume. Vous assumez, très bien. C'est-à-dire que souvent, bon, c'est vrai que souvent, surtout dans les logements individuels, bon, le client a tendance aussi à interpréter les plans, à déplacer des choses, à modifier des choses, souvent sans le consentement de l'architecte, etc. Donc il peut y avoir des conflits à ce niveau-là. Mais bon, à la fin, bon, les choses s'arrangent et l'architecte signe un certificat de conformité. C'est-à-dire que l'administration se base sur le certificat de conformité de l'architecte pour délivrer le permis d'habiter. Donc, en quelque sorte, le permis d'habiter dépend de l'architecte. Absolument. D'accord. C'est plus cette commission qui venait avec plusieurs plusieurs intervenants. Voilà, les pompiers, la commune, la préfecture, la gendarmerie. Il y avait 7 ou 8 personnes. Voilà. Aujourd'hui, c'est l'architecte qui endosse toute cette responsabilité de tout ça. Parce qu'il est censé avoir suivi son chantier jusqu'au bout. Très bien. D'accord. Donc il sait ce qu'il signe. Alors une fois le permis d'habiter octroyé, imaginons qu'il s'agit... Pardon? La crémaillère. Non, attends, il y a encore une étape peut-être. Imaginons, voilà, je construis un bien pour moi, mais un R+2, par exemple. Et puis le R+1, je vais le donner à mon fils ou à ma fille. Donc l'éclatement des titres, il se fait après le permis d'habiter? Oui, bien sûr. Après le permis d'habiter, parce qu'on va vous le demander, effectivement. L'éclatement des titres au niveau de la conservation. C'est qui le fait? C'est un géomètre. C'est le géomètre. Le géomètre. Voilà. Et avec la conservation foncière. Parmi les intervenants importants dans notre métier, c'est le géomètre. Parce qu'il est déjà au niveau au début, pour le rétablissement des bornes et l'arrêté d'alignement. Donc, on construit bien sur notre terrain, à l'intérieur des bornes. Et il existe après pour l'inscription au cadastre. D'accord. Parce que vous avez votre terrain qui est vierge au niveau de la conservation foncière. C'est le géomètre qui est chargé d'inscrire votre villa au cadastre. De faire une mise à jour. Voilà, une mise à jour au niveau du titre foncier. Alors, Siromeha, ce processus que vous nous avez là si bien raconté, est-ce qu'il est le même lorsque j'ai un projet, quand quelqu'un a un lot de terrain et qu'il veut faire un petit projet immobilier, parce que nous avons des gens qui nous suivent, notamment beaucoup de MRE, qui disposent des petits lots de terrain un peu partout et qui se disent pourquoi pas en faire une opération commerciale. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr, c'est à encourager. Enfin les MRE ou même les gens, les nationaux, bien sûr, qui veulent faire une petite opération de promotion immobilière. C'est le même processus sur le plan administratif que vous avez, parce qu'on s'est étendu longuement, mais c'est exactement le même, idem. C'est exactement le même processus. Sauf que cette fois-ci, là, il y a une logique qui est différente. C'est pas pour y habiter soi-même, mais c'est pour vendre ou louer. Donc, quel conseil vous donneriez-vous, puisque vous avez... C'est la même démarche. C'est-à-dire que l'architecte, lui, va tenir compte, effectivement, du fait qu'ils vont louer. Là, il faudra peut-être faire un peu de benchmark, savoir quel type d'appartement ou de villa, s'il veut construire une villa pour... Non, on part sur un projet de R+2. Le fameux R+2. Le fameux R+2. Benchmark, il faut faire un peu de benchmark, savoir quelles sont les superficies qui se vendent bien ou qui se louent bien dans le quartier. Et ça, vous le faites, vous? Bien C'est-à-dire, sûr. vous pouvez conseiller, dire que ce que vous souhaitez faire ne peut pas fonctionner vu le quartier, le prix de vente que vous voulez vendre ne se vendra pas. Absolument. Vous avez ce rôle aussi de conseil? Bien sûr, en tant qu'architecte. Bien sûr, l'architecte peut conseiller effectivement les promoteurs immobiliers. On fait des études de faisabilité d'ailleurs. Oui. On en fait plein d'ailleurs pour les grandes boîtes immobilières. On fait appel à l'architecte pour faire une étude de faisabilité, c'est-à-dire combien on peut sortir d'appartements, quel type de superficie, quel genre, etc. Jusqu'à un prix de vente. Voilà, pour justement dégager la superficie vendable, ce qu'on appelle la superficie vendable. Et d'ailleurs, le promoteur souvent fait ses études de faisabilité avant d'acheter le terrain, parce qu'il est en train de négocier le prix du terrain et sur quoi il va se baser. Il demande à un architecte de faire une étude de faisabilité. Voilà, un terrain, je ne sais pas moi, on parle du R+2, mais même pour plus grand. Parce qu'on peut pas... Voilà, mais même pour plus grand, l'architecte va vous dire, on sort par exemple 4 appartements. Par étage. Voilà, 4 appartements par étage, par exemple, de telle superficie, vendable. D'accord. Et dans le quartier, l'appartement se vend à temps. D'accord. Donc, vous pouvez acheter à temps si vous décidez. Alors, après, la marge du promoteur, c'est lui qui la décide. Oui. Est-ce qu'il veut du 15%? Est-ce qu'il veut du 60%? Est-ce qu'il veut du 30%? Ça va impacter le choix des matériaux. Alors, ça va impacter le choix des matériaux, etc. Donc, si j'ai bien compris, l'équation budgétaire va se complexifier dès lors que l'on construit pour autrui. Parce qu'il n'y a plus que le budget et le coût de construction, mais également le prix de revente potentiel en fonction de la dynamique du marché. C'est une opération rentable. C'est une opération, sinon, une opération financière. Opération financière. Et là, j'ai une question. Est-ce qu'il n'y a pas une logique d'économie d'échelle? C'est-à-dire que la petite promotion coûte relativement plus cher que quand il s'agit d'un grand projet. Relativement plus cher.
C'est-à-dire qu'il doit s'attendre à une marge inférieure à celle d'un grand promoteur. Bon, théoriquement, en termes de Quand on négocie pourcentage. les matériaux, quand on négocie une quantité importante, on les achète moins cher qu'une petite quantité. Les frais pour un grand projet, on les fait une fois. Je sais pas. Enfin bon, allez, je ne suis pas dans les arcanes des marges des promoteurs, hein, d'accord. Mais je pense que la marge est la même partout. La marge est la même partout, sauf que bon, quand vous faites 2000 logements, c'est pas quand vous faites On un n'achète logement. pas les matériaux Alors, au même prix. Quand Si la vous quantité- permettez, si vous permettez, Oui. le coût de la construction est sensiblement le même partout. Ce qui va faire la grande différence, c'est le foncier. À combien vous avez... Pas uniquement, même Le la coût du finition, foncier. c'est-à-dire même le marbre le plus cher ou ce que vous voulez, si j'achète une tonne, c'est pas comme si j'achetais 1000 tonnes. Oui, bien Je sûr. peux mieux négocier tous les matériaux, je peux les acheter moins cher quand il s'agit d'un grand projet. Bon, le petit promoteur se débrouille hein, aussi. Ah oui, non, mais je ne m'inquiète C'est pas ça. pour lui. D'ailleurs, C'est il se juste que- débrouille tellement bien que souvent la petite promotion n'est pas de très, malheureusement, n'est pas de très bonne qualité, parce que souvent toute la chaîne, Et pourtant, ils ont fait appel à un architecte. Alors oui, mais quelle est la mission qu'il lui confie? Ouais. Vous voyez, je veux dire, Parce que sur la qualité, vous n'avez pas votre mot à dire? c'est-à-dire que je parle par exemple du promoteur qui veut construire son R+2. Oui. Alors lui, Parce que vous avez ce pouvoir de signature. alors, oui, d'accord, mais généralement, et c'est malheureux d'ailleurs, parce que souvent, ils doivent le regretter en fin de course. Mais bon, si le promoteur normal vient voir un architecte en disant « j'ai pas beaucoup d'argent », d'accord. Mais ce promoteur-là vient en disant « je n'ai pas d'argent du tout Et je veux D'accord. construire. ». Et il veut construire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va essayer de rogner à toutes les étapes. Il va bien sûr essayer de rogner au niveau des honoraires de l'architecte, des honoraires du béton armé, du bureau de contrôle, etc. Bon, la seule chose sur laquelle il ne peut pas rogner, c'est les taxes du permis de construire. Taxes, oui. Donc ça, c'est indiscutable. Mais après, il va faire exactement la même chose pour l'entreprise de gros œuvres. Souvent, malheureusement, c'est de l'autoconstruction, avec tous les dangers que ça présuppose. Un non-respect, ils prennent un ingénieur de béton armé, mais est-ce qu'ils respectent? Voilà. Alors après, c'est une question de responsabilité. En fait, vous avez c'est un introduit grand une débat. notion qui est importante, c'est la notion de gain, de rentabilité. Quand on construit pour soi-même, on veut y habiter soi-même, mais quand on veut revendre, c'est une opération financière. Voilà. Et Donc, on cherche le gain à maximum. augmenter la marge. Voilà, on cherche à augmenter la marge. Reste à espérer que chacun joue son rôle en toute responsabilité, parce que vous avez ce pouvoir, vous l'avez dit, vous avez même insisté sur ce point, pour que même s'il faut mettre le frein sur le permis d'habiter, Ça arrive, parce bien que sûr. bon, Non, mais même sur pas- la suite du chantier. Sur Quand la on voit un suite. chantier qui Tient fonctionne pas là. mal, on le signale à la commune. Voilà. Et il y a des arrêts de chantier qui sont dus justement en disant bon, voilà, il se passe des choses qui ne sont pas normales. Alors, peut-être une question pour finir avant que Rachid, s'il a une autre question. Ça nous amène à la qualité de la construction. Et ça, c'est une question qui revient très souvent chez les gens Oui. qui nous suivent au Maroc. On construit comment? Avec quelle qualité? Est-ce que ce qu'on voit, est-ce que derrière, c'est vraiment du solide? Est-ce que... en tout cas pour les gros œuvres, parce que la finition, c'est quelque chose qui est accessoire, à la limite est réparable. Mais disons, le coût de la construction et le coût et la qualité des grosses œuvres, ça implique aussi tout ce qui est isolation thermique, phonique. Vous connaissez comment on construit aujourd'hui au Maroc? Est-ce que les gens peuvent... Parce que vous savez, beaucoup de gens nous disent ça coûte cher. La construction, l'immobilier, les prix, etc. Notre immobilier est de plus en plus cher par rapport à d'autres pays, notamment l'Espagne, la Turquie, et les gens commencent à arbitrer. Et te disent, mais finalement, est-ce qu'on a vraiment cette qualité qu'on est en droit d'attendre? Vous l'avez dit, hein, le problème de la construction chère au Maroc, c'est le problème du foncier cher. Hein. Dans une opération de promotion immobilière, on est entre 60%, 70% du prix revient de la construction qui est dû au foncier, qui est totalement aberrant. Énorme. On ne construit pas sur les Champs-Élysées. Tout le Maroc, avec toute la beauté du Maroc. Mais ça, ce ratio que vous venez de c'est dire... Pas du tout. C'est pas du tout justifié. Si le ratio des 60-70%, il est à l'échelle d'une grande ville comme Casablanca ou à l'échelle nationale? Parce que le foncier ne coûte pas pareil partout. Oui, mais bon, vous allez à Fès-Meknès, le foncier, c'est entre 40 et 50%. 40 et 50%, c'est déjà partout le terrain est cher. Pourquoi? Parce que le vendeur du terrain fait son étude de faisabilité aussi.
et dit, bon, je vais vendre ce terrain-là à tel promoteur, il va en tirer, je ne sais pas, tant de milliers de mètres carrés de plancher, il va faire une marge, bien sûr, qui va magnifier ou exalter à 30%, et donc il va partager la marge avec lui, en disant, mon terrain, effectivement, bon, c'est un terrain agricole qui est rentré dans le périmètre urbain, il lui a coûté 0 centime, d'accord, mais bon, c'est une opportunité pour moi, bon, de renflouer les caisses. C'est tout à fait légitime. Voilà, c'est le tirage, c'est le tirage au loto. Il y a beaucoup d'ailleurs de gens à Casablanca qui ont leurs villas qui sont passées en zone immeuble déjà depuis une dizaine d'années, mais qui persistent à vouloir le vendre au prix d'il y a 10 ans, d'accord, en disant pourquoi il y a mon voisin qui l'a vendu à temps. C'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Aujourd'hui, j'ai envie de le vendre à plus peut-être, etc. Et donc ils attendent. D'accord. Il y a cette mentalité, si vous voulez, bon, du profit foncier ou de l'argent facile. De l'argent un peu facile à la limite. Bon, allez. C'est ça peut du foncier qu'on revend quelques années avec une plus-value de 300%. C'est un peu bien. C'est pas. Mais donc pour vous aujourd'hui, est-ce que la qualité est au rendez-vous? Alors tout dépend du promoteur. Vous avez alors le promoteur sérieux. En fait, vous remettez la responsabilité uniquement sur le promoteur. C'est-à-dire le promoteur, s'il a choisi de faire de la non-qualité, il fera de la non-qualité. S'il veut faire de la qualité, il fera de la qualité. Personne n'est là pour lui dire attention, il y a un consommateur derrière qui va y habiter demain. Il va entendre la chasse d'eau du voisin, il va entendre les enfants pleurer à côté, derrière le mur. Non, c'est une chaîne, hein, c'est une chaîne de qualité. Hein, qui est une chaîne de qualité. Qui peut préserver les intérêts du consommateur, de l'acquéreur. Oui. Parce que les gens aujourd'hui payent du 25-30 000 dirhams le mètre carré, c'est pas rien. Généralement, et ils se rendent compte que, généralement, vous allez me dire, c'est mieux construit que... Quand vous payez à 25 000 dirhams, 30 000 dirhams... Mais qu'est-ce que vous payez? Vous payez le marbre ou vous payez le... Alors, vous êtes assuré, au moins, que votre bâtiment, au niveau de son gros œuvre, il est antisismique. On a dit que c'était le minimum aujourd'hui, l'antisismique. Mais ça coûte quand même 15% plus cher, hein, d'accord. Donc, vous payez quand même une construction donc pérenne donc, au niveau de l'antisismique. Non, c'est obligatoire. C'est obligatoire. On le discute pas. Voilà. Mais bon, voilà, c'est assuré. D'accord. Il est assuré parce normalement, que c'est obligatoire. Après, vous payez quand vous. Il est assuré même sur le social. Normalement. Oui, bien sûr. J'espère. Donc on en quand même. On n'en parle pas. Mais ça rentre dans le coût du social aussi, hein, d'accord. C'est un pourcentage. D'accord. Après, bon, vous assurez la qualité, moi je dis, qui est très importante de tout ce qui est fluide, plomberie et électricité. En dehors de l'appareillage, hein, on s'en fout. Mais tout ce qui est circuit électrique et plomberie, si jamais vous avez une fuite au 2e étage, l'eau a tendance à descendre. Hein, d'accord. Le feu monte, mais l'eau descend. Donc vous avez l'histoire des dégâts des eaux, des fuites dans la plomberie, dans les gaines, les remontées d'étanchéité, les remontées d'humidité, les taches dans les murs, etc. C'est un peu des vices cachés qui apparaissent un peu plus tard. Mais théoriquement, quand vous achetez chez un promoteur connu, qui a pignon sur rue, d'accord, d'abord vous allez voir ce qu'il a déjà réalisé. Il a une réputation à préserver. Il a une réputation, etc. Vous allez voir ce qu'il a déjà réalisé. Vous n'allez pas acheter dans le noir, d'accord. Vous allez voir des résidents entre eux. Vous allez peut-être même taper aux portes, dire alors est-ce que vous êtes content, pas content, etc. Et puis bon, les gens parlent. Hein, quand il y a... Puis l'architecte aussi a une expérience. Bien sûr. Il peut dire attention, celui-là construit mal. Absolument. Non, l'architecte est important aussi, bien sûr, parce que l'architecte, c'est sa réputation aussi. Hein. C'est sa réputation. Hein, j'ai une dernière question, si vous permettez. À une époque, d'ailleurs, à une époque, d'ailleurs, les architectes, d'ailleurs, quand vous vous baladez à Casablanca et partout en France, dans le monde, l'architecte signait son C'est bien immeuble. dommage que ça ne se fasse plus. Un peu comme un tableau. Voilà, l'architecte signait et l'entrepreneur signait. Oui. On trouvait une plaque. Il y avait une plaque marbre, avec l'année, le nom de l'architecte. Pourquoi ? Parce qu'il assume. Il assume son œuvre. Alors aujourd'hui, il assume moins peut-être. Écoutez, pas tous. Bon, il y a dans les panneaux de chantier, si, souvent, vous avez c'est obligatoire d'ailleurs, de mettre le nom de l'architecte. Vous savez, vous connaissez très bien l'histoire de quand un médecin fait une erreur. Il enterre son erreur. Par contre, un architecte qui fait une erreur, elle reste des centaines d'années. Ad vitam, presque. Des centaines d'années. Ou moins, en cas d'effondrement. Oui. Au moins. Oui, alors j'ai une question du point de vue du consommateur. Alors on parle de la petite promotion pour autrui, pas pour soi-même. Et vous avez parlé des risques, notamment en termes de choix d'entreprise de construction, des matériaux, peut-être du non-respect du cahier de charge, parce qu'il y a l'ingénieur du béton, etc. Des fois, on ne respecte pas. Alors, le consommateur, une fois qu'elle a acheté un petit promoteur, a-t-il les moyens, par exemple, de recourir à un bureau d'études
pour contrôler est-ce que ce qui a été construit est conforme exactement à ce qu'a préconisé l'ingénieur électricien, l'ingénieur béton, etc. Absolument. Et si jamais il y a un décalage, même dangereux, quelles sont les voies de recours? Il ne peut pas redemander son argent et... Moi, je lui conseillerais de faire ça avant d'acheter. D'accord. Et voilà, il faudrait d'abord qu'il prenne un spécialiste, serait-ce qu'un architecte de sa famille ou un ingénieur de sa famille pour aller visiter le chantier. Avant d'acheter, d'accord. Voilà, avant d'acheter. Souvent, d'ailleurs, les gens Là, on achètent est sur plan. sur un autre sujet, Voilà. c'est-à-dire c'est quelqu'un qui achète un bien construit. Construit. Si quelqu'un achète un On ne bien peut pas faire construit, premier acquéreur, neuf, neuf. truc, il peut effectivement, Expertiser le bien. Ouais. Donc là, en fait, on est en train de donner un conseil à celui qui va acheter de chez le petit promoteur Oui. de comment se prémunir contre éventuellement des vices. Parce qu'en général, Qu'il le ne petit connaît pas, promoteur, qu'il ne voit pas. il est relativement anonyme. Donc on n'a pas cette contrainte qui le retient de la Oui, mais réputation. ils Après, il y a des sont gens nombreux. honnêtes, il y a des gens malhonnêtes. Et tout. Ils sont très nombreux, ces petits Oui, ils sont promoteurs. très nombreux. La ville se fait avec des petits Ah promoteurs. oui, hein. absolument. C'est des promoteurs qui vont construire peut-être dans leur vie 1 ou 2 projets maximum. Voilà. Ils Ça vont va se retirer après. Et bon, qui vont Et laisser. ça fait, 8 familles, 12 familles, etc. Donc on a intérêt à vérifier, à expertiser le bien avant d'acheter. Moi, en tant qu'architecte, j'ai souvent été sollicité par des amis, Par des par des missions membres de de- la famille, etc., en disant, voilà, j'ai envie d'acheter, viens, un truc, on y va le dimanche matin, le samedi après-midi, etc. Et il y a des fois, moi, où je rentre même pas, je dépasse pas. De dehors, vous Voilà. savez que ça va pas. Je rentre pas dans, Ça, je c'est le je coup- rentre pas dans le hall de l'immeuble. Ça, c'est le coup d'œil de l'expert. Bien sûr. C'est comme un médecin, bon, il vous dit, toi, tu as un problème de foie, ou Ça se voit à tes yeux. Voilà, tu as un problème de foie, ou tu as de l'hypertension uniquement en regardant la personne. Ouais, Tu veux dire, un architecte, souvent d'ailleurs, hein, j'ai refusé de rentrer Formidable. dans des endroits que je dis, c'est pas la peine de perdre du temps. Oui, Je déjà, veux dire, bien sûr, Bab Darbain. absolument. Très bien. Écoutez, c'était un débat passionnant, Tout à ces fait. premiers Qui aurait pu durer encore. Oui, d'autres heures. c'est une vraie masterclass qu'on a fait aujourd'hui. Hein, vraiment. C'est Tout à gentil. fait. C'était riche, plein d'informations. Je rappelle que vous êtes architecte depuis plus d'une quarantaine d'années. Oui, absolument. Vous avez construit un peu partout au Maroc. Oui, c'est vrai. Pas que des projets résidentiels, mais Oui, tout type de beaucoup, projets. Oui, beaucoup d'équipements, bien Voilà. sûr. Oui. Donc on a, mais bon, voilà, 40 ans d'expérience, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux dire que je suis architecte. Je commence à être architecte. Ça, c'est l'humilité. Voilà. Et c'est la vérité. C'est-à-dire qu'un architecte devrait pouvoir, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a l'outil informatique, hein, le fameux BIM, hein, qui permet d'avoir une vision en 3D, de scanner un bâtiment. Hein, au niveau de son gros œuvre, de son électricité, sa plomberie, etc. Alors aujourd'hui, avec mon expérience, effectivement, j'ai une vision dans l'espace qui fait que je sais, quand je dessine, exactement où se trouve la poutre, où se trouve le passage de la gaine électrique, de la gaine verticale, etc. Une vision un peu synthétique. Hein. Donc vous avez un BIM, Un BIM intérieur, naturel. Intégré. Vous naturel avez que développé un développé, Absolument. Et C'est devenu un bimologue. non pas. Voilà, c'est un bimologue, voilà, un bimologue, absolument. Et ce qu'on n'a pas peut-être au début de notre carrière. Bien sûr, on tout à avoue fait. que, voilà, on a apprentissage. Bon, Frank Lloyd Wright, le grand architecte, Le grand, hein, oui. vous savez, qui disait à 60 ans d'ailleurs, il a dit, je débute ma carrière d'architecte. Après 40, il avait déjà 50 ans, parce que lui, il a commencé à 18 ans. Hein. Mais après 50 ans d'exercice, il disait, je me sens devenir architecte. Eh bien, écoutez, vous qui démarrez votre carrière d'architecte, Voilà, je suis un jeune architecte. On vous souhaite encore une longue carrière. Merci n'est-ce pas beaucoup. Merci beaucoup. En Rachid, tout cas, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci Seromeha, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. de nous avoir suivis et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.